Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Hub des Territoires, l'espace d'échange et de collaboration de la Banque des Territoires. Je suis Alexandra Ringo-Boutman, responsable innovation ouverte à la Banque des Territoires et membre de l'équipe de pilotage du Hub. Nous sommes ravis de vous accueillir ce matin pour cette rencontre sur les mobilités actives dans les villes moyennes. Je remercie la direction du réseau et les équipes de l'ingénierie territoriale et programme Action Cœur de Ville pour la co-organisation de cet événement. Plusieurs questions qui vont être abordées ce matin autour de 3 temps de table ronde. Comment muscler les mobilités actives dans les villes moyennes pour en faire des véritables moteurs d'attractivité territoriale? Quelles sont les stratégies et les aménagements cyclables et marchables que les collectivités locales mettent en œuvre? On aura du coup 3 temps ce matin en différentes tables rondes. Un temps sur les politiques de marchabilité et de cyclabilité et l'inclusion. Un temps sur l'apport sur les politiques à l'attractivité et le développement économique des villes moyennes. Et puis un temps pour découvrir un ouvrage récent réalisé par CETEC. Je remercie d'ailleurs Marie-Xavière Bocquier, directrice de mission chez CETEC, qui animera cette rencontre. Un ouvrage du coup récent sur un catalogue des fondamentaux pour améliorer la cyclabilité et la marchabilité des villes lauréates du dispositif Action Cœur de Ville. Poser des enjeux, défricher des sujets et partager des solutions déployées dans les territoires, c'est bien la vocation du Hub des territoires, c'est bien dans notre ADN et on est ravis de poursuivre cet objectif ce matin avec vous. Ce dispositif lancé il y a 3 ans vise à rassembler et à animer l'ensemble des acteurs territoriaux des écosystèmes de la Banque des Territoires. Et nous sommes convaincus que face à l'ampleur des défis actuels et futurs, nous devons trouver des réponses collectivement, ensemble, en partageant le savoir-faire et les expertises des différentes typologies d'acteurs, publics comme privés. Pour vous donner un ordre d'idée, nous organisons une centaine d'événements par an. Depuis notre lancement, on a accueilli plus de 20 000 participants. Et si jamais vous n'êtes pas encore inscrit, je vous encourage de vous abonner à notre newsletter mensuel. Je vous remercie une nouvelle fois les intervenants et les équipes qui ont organisé cet échange. Et sans plus tarder, je passe maintenant la parole à Marine Bonnard, référente mobilité, experte ingénierie à la Banque des Territoires, et Guillemette Pinson, experte territoriale Action Cœur de Ville. Je vous souhaite de bons échanges. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous, enchantée et bienvenue au Hub, que ce soit en présentiel ou en ligne, pour notre événement du jour. Donc, j'ai l'immense honneur d'introduire cet événement. Je m'appelle Marine Bonnard, référente mobilité experte en ingénierie territoriale à la direction du réseau, la Banque des Territoires, et on va introduire à double voix avec ma collègue Guillemette Pinson qui a organisé cet événement, également experte ingénierie territoriale pour le programme Action Cœur de Ville. Donc la mobilité, c'est quoi? C'est les enjeux et les carrefours autour de la décarbonation, de la cohésion sociale et territoriale. Et pour ce faire, la Banque des Territoires met en œuvre l'ensemble de ses ressources pour accompagner les collectivités sur tous les territoires pour favoriser et optimiser les modes de transport et les modes de déplacement. On vous accompagne à la fois à partir de vos premières réflexions stratégiques jusqu'à la mise en œuvre et au financement de vos projets. La mobilité, c'est aussi une de nos 16 mesures phares dans le cadre de notre plan stratégique à horizon 2028. Accélérer la décarbonation de la mobilité, voici cette mesure phare. On a alloué 1,3 milliard d'euros sur 5 ans pour cet objectif-là. Afin d'y répondre, on peut notamment vous aider à décarboner, déployer des flottes de matériel roulant, notamment par rapport aux transports express régionaux, avec le financement de l'acquisition de rames de TER pour la région Bretagne qu'on a pu accompagner. On peut aussi proposer et investir dans des services de mobilité partagés, que ce soit l'autopartage ou le covoiturage, aux côtés d'opérateurs comme Clem. On a aussi mis en place plus de 15 000 bornes d'infrastructures de recharge de véhicules électriques, en appuyant notamment son déploiement sur la métropole de Toulouse. Et pour terminer, ce qui nous concerne principalement aujourd'hui, on peut participer, appuyer la transformation des aménagements urbains, faire plus de place à la fois au transport collectif, mais aussi aux mobilités actives, avec le financement et l'aménagement de différentes zones décarbonées qui associent à la fois
pistes cyclables, aires de covoiturage, bornes de recharge, ou encore la capacité à mailler en matière de continuité cyclable l'ensemble de nos territoires, que ce soit dans le cadre des programmes Action Cœur de Ville ou encore Petites Villes de demain. Vous l'avez compris, la Banque des territoires est aux côtés de l'ensemble des autorités organisatrices des mobilités, qu'elles soient locales ou régionales, à la fois pour structurer, financer et investir dans les différents projets de mobilité. Aux côtés notamment de France Mobilité, avec nos interlocuteurs de l'État, de l'ADEME, du CEREMA, de la NCT, mais aussi au sein de l'ensemble de nos territoires. Les mobilités actives, comme vous l'avez compris, sont au cœur de notre intervention sur la mobilité. Les enjeux territoriaux qui vont particulièrement être abordés aujourd'hui sont saillants dans les villes moyennes. Avant de donner la parole à Guillemette, de quoi on parle aujourd'hui? Qu'est-ce que sont les mobilités actives? Les mobilités actives sont tout ce qui ne sollicite pas de véhicules motorisés, sont donc des déplacements moins polluants et cela regroupe notamment la marche, le vélo ou encore le vélo à assistance électrique. Quelques chiffres clés qu'on pourra aussi retrouver dans le très bon baromètre qui sera mis en lumière aujourd'hui. 40% des trajets quotidiens en réalité font moins de 3 km. On a aussi 95% des adultes français qui sont en risque en matière de santé liés à une trop grande sédentarité, ou encore 37% des Français pratiquent au moins une fois par semaine le vélo. Donc avec l'ensemble de ces chiffres, je vous cède la parole, Guillemette. Bonjour à tous. Comme l'a souligné Marine, le développement des mobilités actives est un véritable enjeu, notamment pour les villes moyennes. Les déplacements s'y effectuent encore aujourd'hui aux 3/4 en voiture individuelle. L'usage du transport en commun y est très hétérogène et déséquilibré, avec quelques axes principaux qui sont desservis. Les axes majeurs, l'accessibilité des centres-villes par tous les publics est souvent réduite par des obstacles liés aux héritages morphologiques, des rues et des trottoirs très étroits, ou par le manque d'infrastructures cyclables et de parcours adaptés à une marche sécurisée. Or, notre conviction est pourtant que cet état de lieu peut être en quelque sorte retourné en considérant le développement des mobilités actives comme un moteur de cohésion sociale, territoriale, économique, qui contribue à l'attractivité des villes moyennes. On a donc souhaité rassembler les intervenants de cette matinée autour de trois séquences. La première et la troisième qui visent vraiment à montrer en quoi les politiques qui promeuvent la marche et la cyclabilité peuvent être mises au service de l'inclusion et du développement économique dans les villes moyennes. La deuxième présentera les travaux menés pour le compte de la Banque des territoires par CETEC ITS. Ils souligneront différents types d'actions très simples et robustes qui peuvent être déployées à l'échelle de vos territoires. Une séance de questions est prévue en fin de chaque séquence. Vous pouvez bien sûr en envoyer aussi sur le chat. Merci de bien indiquer votre fonction, c'est toujours très intéressant pour l'ensemble des auditeurs. Et je donne maintenant le micro à Marie-Xavier Vauquier, qui va animer les échanges. Merci à tous. Bonjour à toutes et à tous. Donc on va commencer tout de suite avec, je vais inviter Sébastien Bayeul, directeur du PEPS, donc du pôle, en fait il sait mieux que moi, donc je vais laisser le redire, du plaidoyer des partenariats de la communication chez WeMove. Et je vais surtout excuser Catherine Pilon, secrétaire générale du Club des villes, des territoires cyclables et marchables, qui devait être parmi nous ce matin et qui malheureusement a eu un empêchement de dernière minute. Elle vous prie d'accepter toutes ces excuses. Et je vais aussi compléter en disant que donc cette année, c'est les 35 ans du Club des villes et territoires cyclables. Et en fait, ils sont devenus, il y a quelques années, donc en 2022, ils ont rajouté un M au CVTC, un M pour marchable, parce que en fait, les politiques de mobilité active vont ensemble et donc ils se positionnent sur les deux sujets. Voilà. Donc Sébastien, bienvenue. Cette table ronde, en fait, elle tombe à pic en termes de calendrier parce que vous avez révélé la semaine dernière en fait les résultats du 3e baromètre de WeMove. Donc déjà, qu'est-ce que c'est WeMove? Comment c'est né? Sur la base de quel constat? Et est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce baromètre?
Ouais, merci déjà pour l'invitation. Donc effectivement, moi je suis Sébastien Bailleul, directeur du PEPS. Alors le PEPS, c'est parce qu'on aime être provocateur de mobilité chez WeMove, et en l'occurrence ça veut dire aussi partenariat, Europe, plaidoyer et communication. Donc c'est le champ de mes actions. WeMove en quelques mots, WeMove c'est une association nationale. On est présent sur 10 régions en France, on est à peu près 250 à 300 salariés. Et le cœur de notre action, c'est la mobilité et c'est l'accompagnement des publics, notamment fragiles, sur leurs problématiques de mobilité. Ça fait 25 ans qu'on travaille sur ce sujet. On a développé un métier, le métier de conseiller mobilité, donc qui vise effectivement à accompagner des demandeurs d'emploi, des bénéficiaires du RSA, des personnes seniors, toute personne qui a une fragilité à un moment donné dans sa vie liée à la mobilité. Et l'objectif, c'est de pouvoir travailler ces enjeux qui ont été évoqués en introduction, ces enjeux de fracture territoriale, d'inclusion sociale de tous ces publics. En l'occurrence, quand on a commencé notre action chez WeMove, on a commencé notre action autour du covoiturage chez les jeunes, puisque c'est une association, on a changé de nom entre-temps, Voiture & Co, qui est née à l'université de Nanterre pendant des grandes grèves en 95, et quelques étudiants de la fac de Nanterre se sont auto-organisés pour créer du covoit entre étudiants. À l'époque, il n'y avait pas les applications, on n'avait pas les smartphones, etc., etc. Et très vite, on s'est rendu compte que la mobilité était un enjeu important d'inclusion sociale et d'inclusion professionnelle, avec des chiffres à l'époque, notamment une personne sur 4 qui avait refusé un emploi en France du fait d'une problématique de mobilité, un demandeur d'emploi sur 2, et puis beaucoup d'intuition sur les difficultés rencontrées, intuition qui est née du fait de l'expérience des accompagnements qu'on pouvait avoir avec nos publics. L'intuition, ça suffit pas, et c'est pour ça qu'on a créé un baromètre des mobilités du quotidien. L'objectif de ce baromètre, c'est d'avoir une photographie tous les 2 ans de la réalité de la mobilité des Français en France. Donc on va regarder leur taux de possession de voitures, vélos, etc., leur pratique de mobilité, leur connaissance des aides, leur renoncement à la mobilité, est-ce qu'ils renoncent à se déplacer, si oui, pourquoi, etc., etc. Donc ça, c'était un premier objectif de ce baromètre, avoir une photographie de la mobilité des Français. Le deuxième objectif de ce baromètre, c'est qu'à l'époque, on était en 2019, on était en pleine discussion d'une nouvelle loi d'orientation des mobilités, et ça a permis, et ça permet aujourd'hui, de regarder l'efficacité de la mise en œuvre de cette loi d'orientation des mobilités. La LOM, elle place un principe, le droit à la mobilité, elle place aussi un enjeu, la mobilité solidaire, c'est-à-dire justement comment traduire les politiques publiques en termes de mobilité pour les publics fragiles. Et il était intéressant et important de se saisir de ce baromètre pour pouvoir mesurer l'impact de cette loi. Ça tombe bien, c'est la 3e édition, effectivement. Ce baromètre des mobilités du quotidien, c'est une enquête auprès de près de 13 000 Français, partout en France, Français majeurs, donc de plus de 18 ans, représentatifs de la population française en termes de CSP, en termes de territoire, etc., etc. On l'a travaillé cette année avec 4 partenaires qui portent avec nous ce baromètre, la DGITM, la Massif, la SNCF et l'ADEME, qui a été évoqué aussi en introduction. L'objectif étant d'impliquer ces acteurs pour pouvoir justement faire en sorte de porter nos sujets. La particularité de ce baromètre des mobilités du quotidien et un sujet qui est important, c'est qu'il a permis de produire, sur la base d'anciennes études, de produire un indicateur de précarité mobilité des Français. En 2022, la deuxième édition révélait que 13 300 000 Français étaient en situation de précarité mobilité en France. En 2024, la situation s'est aggravée. On est aujourd'hui à 15 millions de Français qui sont en précarité mobilité. Alors, précarité mobilité, qu'est-ce que ça veut dire ? On va parler aujourd'hui justement des mobilités actives, et en l'occurrence cet indicateur de précarité mobilité, il vient finalement regarder plus
plusieurs critères, et notamment un critère qui est lié à la dépendance à la voiture individuelle thermique. Donc c'est un indicateur qui agrège d'une part la dépendance à la voiture pour tous les publics, quel que soit leur revenu. Est-ce que dans mon quotidien, je suis dépendant à l'utilisation de ma voiture pour me déplacer? Un deuxième indicateur, un deuxième critère qui est le critère de précarité carburant. Donc là, on va regarder les personnes qui sont à bas revenus et qui ont des grosses dépenses de carburant dans leur quotidien, ce qui les contraint d'un point de vue budgétaire, etc., etc. Et un troisième critère qui est celui de la vulnérabilité de mobilité, c'est-à-dire des personnes qui vont devoir parcourir des longues distances pour se déplacer et le plus souvent dans des véhicules anciens. Donc quand on regarde ces trois critères et que l'on les assemble, on se retrouve avec à peu près 19% des personnes en France, 19,5% des personnes en France qui sont dans une situation de précarité. Et on va ajouter tous les Français qui disent dans l'enquête, donc une enquête solide, 13 000 répondants, tous les Français qui disent n'avoir aucune solution de mobilité en France. Ça représente à peu près 5 millions de personnes. Donc quand on fait le cumul de ces 4 critères, finalement, on se retrouve avec cette situation de 15 millions de Français en précarité mobilité. Et c'est important d'avoir ce chiffre en tête, c'est ce chiffre de la dépendance à la voiture pour parler des mobilités actives et justement voir dans quelle mesure des politiques publiques qui vont mettre en œuvre à l'échelle locale, départementale, régionale et nationale vont être proactives sur ces sujets pour pouvoir réduire cette précarité, donc réduire cette dépendance, réduire les dépenses qui y sont liées, réduire la vulnérabilité pour pouvoir permettre à des gens de se déplacer, de ne pas renoncer dans leur quotidien et ainsi répondre à ces enjeux de fracture territoriale, d'inclusion sociale, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment l'objet de notre baromètre. Après, je me suis amusé à regarder justement un peu plus dans le détail différents chiffres pour comparer la situation entre nos chiffres nationaux et les chiffres qui concernent les villes moyennes. Je ne sais pas si vous voulez que... Alors en fait, comme le temps passe très vite, peut-être 2 chiffres vraiment qui peuvent marquer en fait nos interlocuteurs sur... Parce qu'en fait, on a beaucoup l'idée que le fait de ne pas posséder une voiture, c'est quelque chose de grande ville. Mais en fait, quand on regarde, c'est pas vrai. En fait, dans les villes moyennes, il y a des gens aussi qui n'ont pas de véhicule. Il y en a même plus que ce qu'on pense. Ils n'ont pas de véhicule, soit parce qu'en fait, ils n'ont pas les moyens de l'avoir, soit parce qu'ils n'ont pas le permis de conduire. Tout le monde n'a pas le permis de conduire non plus. En fait, passer le permis de conduire, c'est quelque chose qui est long, compliqué, engageant, coûteux. Et donc, du coup, est-ce que dans les chiffres sur les villes moyennes, il y a des choses comme ça pour revenir sur notre sujet de mobilité active et de tout l'intérêt de les développer ? Oui, alors effectivement, il y a effectivement quelque chose de très remarquable dans ce dernier baromètre, c'est le taux de possession du permis de conduire chez les jeunes. Ça nous a surpris, qui est en baisse par rapport aux 2 dernières éditions. Donc, on suppose que c'est pour des raisons financières. Il y a peut-être aussi une conscience environnementale. Il y a certainement le fait que les jeunes vont de plus en plus longtemps en études et que le permis n'est plus forcément nécessaire tout de suite. Mais moi, il y a un chiffre qui m'a marqué pour être positif sur cette question-là. C'est la part des Français qui disent ne pas avoir le choix entre différents modes de transport dans leur quotidien. La part nationale, c'est 45% des Françaises et des Français qui déclarent ne pas avoir le choix entre différents modes. Et quand on regarde dans les villes moyennes, alors on a regardé pour les villes entre 20 et 100 000 habitants, on est à un taux de 30% des Français qui déclarent ne pas avoir le choix. Donc il y a quand même un écart de 15 points. Ça veut dire qu'il y a plus de Français, plus d'habitants de villes moyennes qui disent avoir le choix dans leur modalité de déplacement. Ça, c'est la première chose. Je vais quand même un peu nuancer le propos sur la voiture et le vélo. On voit que malgré tout, on a un taux de possession de voitures individuelles qui est plus élevé dans les villes moyennes, puisqu'on a 10 points de plus par rapport à la moyenne nationale. C'est 74% des habitants des villes moyennes qui disent posséder une voiture individuelle thermique contre 65% au niveau national. Et deuxième chose, c'est la possession du vélo.
posséder, ça ne veut pas dire l'utiliser. Au niveau national, on est sur un taux de possession de 32% des Français qui disent posséder un vélo à titre individuel, contre 23% dans les territoires de villes moyennes. Donc ça, c'est relativement intéressant dans les différences. Après, on voit que sur d'autres sujets, alors je sais que là, on est plutôt présent pour parler notamment du vélo et de la marche, mais ça me semblait intéressant de regarder les modes alternatifs à la voiture, que ce soit le covoiturage, vélo-marche et transport en commun. Sur le covoiturage, en gros, le covoiturage, on le sait tous, ça ne marche pas super bien. Et ça ne marche pas super bien parce que souvent, on va mettre en place des systèmes de covoiturage sans les animer. Et ça, je reviendrai après sur le besoin d'accompagnement des publics. En gros, on est sur du covoiturage informel. Ça marche bien avec les proches, ses voisins, ses salariés. Et c'est une solution qui est surtout utilisée pour réduire ses dépenses. Donc, on va être passager, covoitureur passager, quand on est à bas revenu, quand on est jeune ou demandeur d'emploi. C'est les 3 typologies de publics qui émergent. Sur le vélo, il est utilisé et on se rend compte que les 3 raisons principales de son utilisation, c'est d'abord la santé. Ça ressort très fortement et bien avant tout le reste, c'est j'utilise mon vélo au quotidien pour me maintenir en forme. La deuxième, c'est parce que c'est le moyen plus rapide pour moi. Et la troisième, parce que ça me permet de réduire mes dépenses. La question des dépenses, elle est quand même très importante et la précarité mobilité et cette augmentation, on voit bien que c'est lié à ce sujet-là de précarisation des publics. Sur la marche, on a 2/3 des habitants des villes moyennes qui utilisent la marche dans leur déplacement du quotidien pour des trajets d'au moins 15 minutes. Donc ça veut dire que la marche est quand même relativement utilisée pour des trajets d'au moins 15 minutes, ce qui est plutôt pas mal. Donc 15 minutes, c'est 1 kilomètre pour une personne qui se déplace qui marche à peu près, de façon standard. Exactement. Donc et la question du dernier kilomètre, aller jusqu'à la gare ou de la gare jusqu'à mon lieu de travail, pour le coup, on voit bien que c'est un mode utilisé. Bon, les transports en commun, ce qui est intéressant, et ça fait plaisir à la SNCF quand on a vu le chiffre, c'est que c'est principalement utilisé pour l'efficacité du service, parce que finalement, ça marche plutôt bien, c'est plus de 90%, mais aussi malheureusement par contrainte. C'est-à-dire qu'on va choisir le transport en commun parce que finalement c'est aussi grâce à un abonnement, grâce aux aides, un moyen de déplacement qui est moins cher. Merci beaucoup, c'est très très instructif. Donc on est vraiment là pour parler inclusion et mobilité active. L'inclusion, c'est vraiment votre raison d'être. Vous avez donc 3 revendications principales, c'est mettre en place un continuum médicatif. Et c'est vrai que c'est l'occasion de le dire. En fait, le permis de conduire, c'est la seule mobilité qu'on apprend et qui est sanctionnée par entre guillemets un diplôme. C'est-à-dire que en fait, marcher, prendre les transports en commun, faire du vélo, quand vous y réfléchissez un petit peu, en fait, c'est quelque chose qu'on n'apprend pas. En fait, on apprend avec ses proches, on apprend parce qu'on n'a pas le choix, on apprend et on se trompe. Donc ça, ce continuum éducatif, c'est important. Ensuite, vous insistez sur le fait qu'il faut concevoir de façon universelle les solutions de mobilité en partant des besoins des plus précaires. Je pense qu'on pourra revenir un petit peu là-dessus, parce qu'effectivement, dans la tête des gens, souvent, en fait, c'est pas formalisé, mais dans la tête des gens, en fait, une personne qui se déplace, c'est un homme de 1m80, 70 kg en pleine possession de ses capacités cognitives et physiques. Et en fait, cet homme-là, il est très, très rare. Finalement, il y en a beaucoup qui sont plus grands, plus petits, plus gros, plus maigres, ou qui ont des handicaps qui ne se voient pas. C'était l'occasion aussi avec les Jeux paralympiques d'en prendre conscience. Et enfin, donc les plus précaires, ce n'est pas cet homme-là, c'est une autre personne. Et enfin, professionnaliser la filière du conseil en mobilité. Donc, ça revient un peu au continuum médicatif, c'est-à-dire de prendre conscience que les gens, en fait, n'ont pas spontanément. Enfin, voilà, on ne naît pas avec un mode d'emploi des mobilités greffé directement dans le cerveau. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire ce que ça veut dire opérationnellement quand une ville moyenne veut s'engager dans le développement de ses mobilités actives? C'est quoi vos recommandations, en fait? Je réponds à la question, mais je reviens vraiment sur ces 3 points. Je pense que c'est vraiment important d'insister sur la question du continuum éducatif. Nous, ce qu'on voit, c'est que la mobilité, c'est une compétence qui s'acquiert et qui se développe. Aujourd'hui, on accompagne près de 30 000 personnes en insertion professionnelle chaque année. Notre travail au quotidien, c'est de partir de la situation de la personne, de l'informer, la former et l'accompagner sur les solutions existantes d'un territoire.
WeMove n'a pas vocation à créer de l'infrastructure, à créer du service d'autopartage, de covoiturage, de vélo, assistance électrique en libre service, etc. Ce n'est pas notre cœur de métier. Notre cœur de métier, c'est l'accompagnement. Et on se rend compte, et le baromètre le dit, par exemple sur les aides qui sont dédiées à l'achat d'un vélo, assistance électrique, etc., ou les aides prime à ma conversion.gouv.fr pour changer de véhicule, 70% des Français dans le baromètre disent ne pas connaître l'existence de ces aides. Donc il y a un vrai enjeu d'information, d'accompagnement. Le continuum éducatif, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à chaque âge de ma vie, je peux être confronté à une situation où je dois changer ma mobilité dans mon quotidien. Et ça s'apprend. Si demain, je sors de mes études et je déménage dans un territoire plutôt périurbain ou rural alors que j'étais un urbain dans une ville-centre, etc., je dois changer mes modalités de déplacement. Je ne l'ai jamais fait, je ne l'ai jamais appris. Donc, on doit m'accompagner pour le faire. Donc ça, c'est vraiment un sujet. Et on parle beaucoup, par exemple, des seniors, l'arrivée à la retraite. C'est vrai que quand il y a une dépendance à la voiture, notamment dans des territoires peu denses, si on n'a pas appris à se déplacer autrement qu'en voiture, qu'on est en couple, qu'on perd son mari et qu'on est une femme senior qui doit se déplacer, ça s'apprend. Donc ça, c'est pour revenir là-dessus. Et du coup, les préconisations, nous, ce qu'on pense, c'est qu'il faut accompagner. Il faut accompagner partout et tout le temps les publics les plus fragiles. Ça, c'est la première chose. Et donc, c'est développer, en collaboration avec des collectivités, les plateformes de mobilité et le métier de conseiller mobilité pour que ce métier soit intégré dans l'accompagnement global des personnes. La deuxième chose, c'est la simplification. Combien de personnes se sont retrouvées devant un plan incompréhensible puisqu'il y a plusieurs opérateurs qui, chacun, va développer son propre outil de communication, sa propre tarification, etc., etc. Donc, il y a un besoin de simplification dans l'utilisation des modes actifs et moins actifs dans son quotidien. Ça, c'est vraiment deux choses qui nous semblent essentielles. Et quand on parle de conception universelle, nous, on expérimente des projets, notamment dans des territoires plutôt ruraux, pour le coup. On se rend compte qu'il faut partir du besoin des habitants. C'est-à-dire qu'on a des opérateurs qui vont arriver, répondre à des grandes délégations de services publics, à des marchés, où finalement la connaissance du local, du maillage local est insuffisante, et des solutions qui sont mises en place, on est surpris qu'elles ne sont pas utilisées, mais c'est parce qu'elles ne répondent pas aux besoins des personnes. Et quand on arrive à mettre autour de la table, ou de la place, ça dépend si on le fait à l'extérieur, la collectivité, l'opérateur, je donne un exemple concret. À Meaux, on a mis autour de la table la ville de Meaux, les communes et les bourgs, les maires des communes et des bourgs alentours. On a fait venir Transdev, on a fait venir Île-de-France Mobilité. Il y avait une ligne de bus qui faisait le tour de certains des bourgs pour amener les gens à la gare. Cette ligne de bus, l'horaire de matin, était à 9h. Sauf qu'il faut amener les enfants à 8h30, et si j'arrive à la gare à 9h15, je suis en retard au travail. En mettant les gens autour de la table, on a dit on ne veut pas changer la ligne de bus, on veut juste changer l'horaire. En déplaçant l'horaire d'une demi-heure, il y a eu une fréquentation de cette ligne de bus qui a augmenté de 10 à 15% dans les semaines qui ont suivi. Donc il y a des choses simples, discuter, partir des besoins. Et la deuxième chose, c'est la simplification qui est hyper importante, notamment. Oui, ça c'est sûr que c'est vraiment important. Il est 11h30, je propose qu'on prenne, je ne sais pas si on a des questions dans la salle ou dans le chat, on va en prendre deux, des questions plutôt rapides qui appellent des réponses rapides pour qu'on tienne le timing. Est-ce qu'à distance, il y a des questions ? Dernière chance pour une petite question. Écoutez, merci beaucoup Sébastien. Donc en fait, vous pouvez trouver beaucoup d'informations en fait sur le site baromètre des mobilités.org. Voilà. Et oui. Oui. Une question. Bonjour, Guillemette Pinson à nouveau. Ma question portait sur l'intermodalité. Vous avez parlé justement de l'utilité de décaler les horaires. Mais comment on peut concrètement faciliter l'intermodalité vélo, transport en commun et marche, transport en commun, notamment autour des pôles gares, etc. Alors, la question de l'intermodalité, alors pareil, dans ce qu'on voit dans le baromètre, c'est que l'intermodalité, ça fonctionne pour les gens,
qui la pratiquent. Donc ça, c'est le premier élément de réponse, c'est ceux qui la pratiquent au quotidien, on voit que ça peut fonctionner. Il y a la question des infrastructures et il y a la question effectivement de donner les moyens aux personnes d'avoir des installations qui leur permettent de pouvoir avoir les leviers positifs pour cette intermodalité. On voit qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites, notamment sur des places de parking vélo à l'entrée des gares, par exemple. Ça, ce sont des solutions très concrètes, très rapides en termes d'infrastructures qui peuvent se mettre en place et qui peuvent fonctionner quand on est une collectivité. Et du coup, si je peux compléter, en fait, ce qu'il faut, c'est mettre, par exemple, pour l'intermodalité vélo, transport en commun ou vélo-marche, mettre en fait, la plus grande crainte du cycliste, c'est de se faire voler son vélo. Donc, en fait, il faut mettre des arceaux solides, des arceaux qui vont être, par exemple, scellés dans le sol et pas vissés. Il vaut mieux un arceau solide et pas très joli qu'un arceau esthétique et finalement pas fonctionnel. Donc ça, en fait, il faut vraiment parler aux cyclistes en fait, ce qu'on sait, c'est que limiter en fait le vol des vélos, ça passe par trois choses. C'est des vélos pas super attractif, donc ne pas laisser son vélo carbone à la gare, stationner son vélo dans un endroit passant. Donc en fait, quand on va mettre en fait ces arceaux, il faut les mettre dans des endroits où il y a des flux, parce que ça va faciliter la vie en fait à la fois des utilisateurs, mais ça va faire que ça va compliquer la vie de celui qui veut prendre un vélo qui n'est pas le sien. Et la troisième chose, c'est qu'il faut l'attacher solidement avec des très bons cadenas, des U. Il y a aucun U qui est imprenable, sauf à ce qui valent 5 fois le prix du vélo, mais en tout cas, si on réunit en fait ces conditions-là et avec un arceau solide, ça diminue. Voilà. Et puis indiquer aussi des temps de déplacement et des distances à parcourir. Je pense que c'était très intéressant l'histoire des 15 minutes. En fait, les gens sont prêts à marcher pour peu qu'ils sachent combien de temps il faut marcher et dans quelle direction. En fait, ce qu'on n'aime pas, c'est se perdre et ne pas savoir où on va. Et juste un élément, vous parlez de sécurité. Nous, ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a des vrais freins psychosociaux cognitifs à l'utilisation des modes actifs. Et la question de la sécurité dans la pratique de la marche, du vélo, notamment avec la question du partage de la rue, de la route et de l'espace public, est assez essentielle à avoir en tête quand on pense ces politiques de mobilité active. Parce qu'on est confronté à une multiplicité d'alternatives, trottinettes, vélo assistance électrique, etc. Et du coup, il y a une crainte tout simplement des personnes à utiliser tel ou tel mode parce qu'elles ne vont pas se sentir en sécurité elles-mêmes dans leur déplacement. Donc faire lever ces freins, c'est aussi par de la formation. Il y a beaucoup de vélo-écoles qui sont maintenant en train de se développer. La formation à l'utilisation de ces modes, c'est aussi un levier pour que l'intermodalité puisse se développer. Oui, parce qu'il y a une chose qui est savoir faire du vélo et puis une autre chose qui est de savoir s'insérer dans une circulation, prendre en compte les autres usagers, anticiper, etc. C'est aussi, là on est fin septembre, novembre c'est le changement d'heure et novembre c'est un moment de grande, dans les statistiques c'est pas le bon moment de l'année et il y a la Fédération des usagers de la bicyclette qui chaque année fait une campagne qui s'appelle Cyclistes briller pour justement que les cyclistes pensent à avoir des éclairages parce qu'il faut voir et surtout être vu. Voilà, c'était la petite minute sécurité. On va en profiter pour changer d'intervenant, passer à la deuxième table ronde. Merci beaucoup, Sébastien. Je vais inviter Marin Guibert, qui a travaillé avec moi sur le catalogue des fondamentaux pour améliorer la cyclabilité et la marchabilité des villes moyennes. À la demande de la Banque des Territoires, on a travaillé en fait sur ce sujet. Donc l'idée, c'est que on a commencé par rédiger finalement une liste. Alors pas tout à fait à la Prévert, parce que justement c'est ce qu'on va voir. En fait, on l'a organisé, mais une liste de toutes les actions qui peuvent être mises en œuvre dans un territoire pour faciliter cette marchabilité, cette cyclabilité. La bonne nouvelle, c'est que en fait, il y a plein d'actions qui sont quand même finalement relativement faciles. Il faut juste se décentrer de je fais de la place et je laisse la voiture être reine pour me dire en fait de quoi ont besoin les gens. Et finalement, c'est assez facile. Donc on a classé en fait notre famille d'actions en un certain nombre de points. Je vais juste développer le premier, puis ensuite on passera rapidement en revue les autres. Marin, je te passerai la parole à ce moment-là. Et puis, on vous présentera aussi cette grille d'analyse multicritère qu'on a mise au point pour vous aider à identifier rapidement les actions pertinentes pour votre territoire.
En fait, la première action, la mère de toutes les actions, c'est apaiser le territoire en repensant les vitesses maximales. Qu'est-ce que ça veut dire ? Traduit très brutalement dans le texte, c'est passer la ville à 30 km/h. Donc, pourquoi ça ? Parce qu'en fait, à 30 km/h, il y a beaucoup de choses qui soudain deviennent possibles. Parce qu'en fait, les dangers sont amoindris et on a déjà parlé précédemment, la sécurité, c'est un facteur essentiel pour encourager les gens à changer leur mobilité. Comment ça marche la ville à 30 ? Finalement, c'est hyper... ça ne tient qu'à vous, j'ai envie de dire. En fait, il faut prendre un arrêté en conseil municipal. On peut exclure un certain nombre d'axes si on a des départementales, etc. Ensuite, on met en place la signalisation qui correspond aux différentes entrées du territoire. On communique. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, on communique, on accompagne, on recommunique, on réaccompagne, on insiste, on est un petit peu lourd pour prévenir la population de l'entrée en vigueur de cette limitation de vitesse et puis on la met en action. Et en fait, ce qui se passe, c'est que vous envoyez un symbole hyper fort de ce territoire, il est apaisé, ce territoire, en fait, on va le partager entre tous les usagers de l'espace public et ça va vous permettre aussi d'éviter un certain nombre d'investissements qui sont là pour corriger le risque de rencontrer un véhicule qui va à une vitesse trop importante pour les populations plus fragiles que sont les piétons et les cyclistes. Et la bonne nouvelle, c'est que... des fois, ça râle un petit peu, mais en fait, personne ne veut revenir en arrière là-dessus. On a largement détaillé dans le document décryptage ce sujet, donc je ne vais pas y revenir ici. Mais vraiment, c'est quelque part... commencer par ça, c'est déjà avoir accompli une grosse partie du chemin. On va continuer avec les autres actions. Donc là, Marin, je te laisse la parole. Merci Marie-Xavière. Donc, on a effectivement vu une action facile, simple à mettre en place, c'est donc la ville à 30. Dans notre mission, on a pu étudier d'autres axes qui sont aussi très intéressants à mettre en place. Le premier, donc, c'est diagnostiquer et planifier. En fait, c'est tout ce qui est amont à la mise en place vraiment d'actions physiques dans la ville. C'est de pouvoir construire un schéma qui va être cohérent et anticiper les impacts des actions qu'on va pouvoir mettre en place pour la mobilité. Donc ça passe par animer un plan vélo au sein du territoire. Donc ça passe souvent par une embauche de quelqu'un qui pourrait être expert sur le sujet et pouvoir apporter vraiment la mobilité active dans les discussions du territoire. Il y a d'autres actions qui vont être plutôt de type diagnostic, comme un diagnostic des mobilités, une étude de trafic autour du territoire. Ça permet de connaître vraiment le territoire et de savoir qu'est-ce qui peut être mis en place, quels seront les impacts, qu'est-ce qu'il va falloir anticiper. Donc c'est vraiment quelque chose qui est important pour vraiment pouvoir être cohérent par rapport à nos actions. Un autre axe, on va dire... Je sais pas si ça passe. C'est bon. Ce serait... il est assez facile à comprendre, c'est réaliser des aménagements linéaires. Pour promouvoir les mobilités actives, il faut bien sûr pouvoir se déplacer d'un point A à un point B, donc avoir des aménagements linéaires qui vont être sécurisés, confortables, et qui vont aussi être, alors pas forcément capacitaires, mais qui doivent pouvoir être utilisés par tous et toutes. Donc d'un point de vue piéton, pas toutes les rues quand même aujourd'hui ont des trottoirs, donc c'est simple, c'est mettre des trottoirs, mais c'est plus compliqué que mettre juste des trottoirs, c'est mettre des trottoirs qui peuvent être circulables. Donc souvent quand on va dans les villes, on voit que on se dit il y a un trottoir, je peux me balader à pied, mais en fait quand on regarde un peu plus près, on comprend que beaucoup de personnes ne pourront pas se déplacer. On pense en priorité aux fauteuils roulants qui peuvent avoir des situations avec des marches, des objets au milieu du trottoir qui vont encombrer leur passage. Et donc, sur le volet plutôt cyclable, on a la piste cyclable, on la voit partout. C'est l'aménagement pas le plus ambitieux, mais le plus typique pour promouvoir une mobilité cyclable. Mais on a aussi d'autres aménagements qui sont plus simples à mettre en place. On a par exemple la vélorue, c'est juste favoriser le partage entre piétons et automobilistes et cyclistes, bien évidemment. Enfin, vélorue, c'est surtout cyclistes et automobilistes. On a aussi donc la bande cyclable ou des actions qui sont plus simples à mettre pour promouvoir ces modes d'actifs. Un autre point important, c'est traiter les points spécifiques.
Donc j'ai parlé juste avant de continuité, donc marchable et cyclable. On voit souvent des problèmes qui apparaissent au niveau des carrefours souvent. Donc dans ce catalogue, on a introduit des actions qui vont permettre de sécuriser et faciliter la circulation des modes actifs. Donc pour les plus gros carrefours, on a donc le carrefour à la hollandaise qui permet une circulation bien fluide pour tous les modes actifs et motorisés ou moins actifs. Pour les carrefours les moins grands, on a d'autres actions qui sont proposées. Donc on voit ici le miroir convexe, très simple, pas cher à mettre en place. Il suffit juste de mettre un miroir et puis on peut voir si une voiture arrive. On ne s'en rend pas compte tout de suite, mais ça a un vrai intérêt quand il est là. On a aussi donc des carrefours qui vont juste aplanir, on va dire, tous les modes en mettant au même niveau la circulation automobile des trottoirs, permettant donc la circulation de tous. Voilà. Ensuite, on a donc comme autre axe promouvoir les modes actifs. Donc pour promouvoir les modes actifs, ça aussi c'est important. C'est l'objectif derrière ce mot de promotion, c'est de rendre les modes actifs attractifs, visibles aussi dans l'espace public. Et c'est donc via des aménagements en ville, comme donc on voit ici de la signalisation. C'est très simple à mettre, mais c'est important. Qu'on a parlé de continuité, c'est aussi de pouvoir circuler. Un vélo a du mal à poser son pied à terre parce que ça lui demande de s'arrêter, c'est un peu compliqué pour un vélo. Donc si on arrive à avoir une signalisation visible de loin, le cycliste peut circuler facilement. Pour les piétons, c'est un autre jeu, c'est aussi comprendre l'espace dans lequel il est. Donc c'est mettre des cartes un peu partout dans la ville, mettre des panneaux de signalisation. On a parlé donc sur la table de ronde juste avant aussi des problématiques de stationnement. C'est aussi un bon moyen de promouvoir les modes actifs parce que si on équipe tous les points d'intérêt du territoire d'aménagement de type box ou juste arceau vélo, ça rend le lieu accessible en vélo. Quand on arrive sur un lieu et qu'on voit qu'on n'a qu'un lampadaire pour attacher son vélo, on va moins penser à y aller tout le temps en vélo parce que on va se dire, je ne sais même pas si le lampadaire sera disponible. Et puis en fait, on se sent juste pas légitime en fait. Exactement. Ouais. Et voilà. Et donc le dernier axe très important aussi, c'est faire face au changement climatique. Parce que les villes sont sujettes à des îlots de chaleur. Alors on pense souvent que les grandes villes sont sujettes à ça, mais pas toutes. Enfin, pas toutes. Pas que les grandes villes, pardon. Les villes moyennes et plus petites aussi sont sujettes à ces problématiques-là. Une autre problématique aussi, c'est que les modes actifs, les vélos et les piétons n'ont pas la clim, contrairement aux voitures. Donc c'est important de créer des îlots de fraîcheur dans les villes. Ça passe par surtout de la végétalisation, imperméabiliser les sols aussi. Donc ici, on a une nouille urbaine. Les désimperméabiliser, pardon. Oui, pardon. Oui. Désimperméabiliser. Oui, désimperméabiliser. Ça ne va pas dans le bon sens. On a des nouilles urbaines aussi qui permettent... Donc l'humidité permet vraiment de rafraîchir ces secteurs-là qui sont souvent sujets à des îlots de chaleur qui peuvent être problématiques l'été. En fait, c'est plus facile de faire du vélo l'hiver parce qu'en fait, on se couvre et on rajoute des couches ou de marcher que une fois que l'été, en fait, on a chaud, on a chaud et en fait, la chaleur, c'est plus dur pour la santé que le froid. Donc, il faut vraiment penser à ça. Exactement. Et il faut y penser en fait au départ quand on commence à faire les aménagements. C'est pas une fois que vous avez fini que vous allez pouvoir ajouter des arbres. En fait, il faut dès le départ se dire je vais intégrer cette dimension-là. On le retrouve dans un petit calendrier qu'on a mis dans le décryptage. Et donc, pour vous aider à faire le choix dans tous ces catalogues, dans toutes ces actions, on a mis au point en fait une grille d'analyse multicritères et qu'on a fusionnée avec une liste de prix. Et du coup, ça permet, on va vous faire une rapide démonstration, ça permet d'avoir une idée de l'enveloppe financière en fait, d'un aménagement en fonction de la longueur ou le nombre d'aménagements. Alors, je ne sais plus comment... Donc, là, j'ai juste mis... on n'arrive pas à voir là-dessus, mais c'est très lisible dans le décryptage. On a
identifier cette grille d'analyse multicritère avec 3 critères d'entrée. Donc la topographie, forcément en fait on ne va pas avoir les mêmes actions si on est un endroit qui est très plat ou un endroit où il y a des forts reliefs. Ensuite, un critère en fait sur le degré d'appropriation des mobilités actives par les populations. Il y a des endroits en fait où ça fait des années, par exemple, je sais pas, un changement de bord de municipalité, ça fait des années qu'on a laissé toute la place à la voiture. Bah forcément, la population elle n'est pas très au point sur les autres mobilités parce qu'on lui en a expliqué qu'il n'y en avait qu'une seule. Par contre, il y a d'autres endroits en fait où il y a eu toujours une culture. Je ne sais pas si on pense à l'Alsace où il y a la culture de la randonnée dans les Vosges. Bah, du coup, en fait, en ville aussi, on peut se déplacer à pied, c'est toujours resté. Et donc, en fait, il faut, comme on en parlait, en fait, il faut accompagner la population. Bah, en fait, on accompagne la population différemment en fonction de à quel point, en fait, elle est déjà mature sur le sujet. Les gens sont souvent plus matures que ce qu'on pense. En fait, ça, faut partir du principe qu'ils ont plutôt plus envie. Et le dernier critère, c'est la structure urbaine, c'est-à-dire est-ce qu'on est sur un territoire qui est très dense ou un territoire qui est plus ou moins étalé. On va pas mettre en place les mêmes actions si les centralités du territoire sont dans un carré d'1 kilomètre de côté ou si en fait il y a 5 kilomètres entre chaque point d'intérêt, entre je sais pas l'hôpital, la gare, l'hôtel de ville, etc. Et donc ça, en fait, on en a fait un super outil Excel. Je vais vous montrer, je vais vous laisser afficher mon écran. Ici, qui se détaille en 2 étapes. Une première étape d'analyse, donc c'est la grille d'analyse multicritère. Donc vous pouvez choisir des différentes caractéristiques. Donc ici, si par exemple je veux étudier ma structure urbaine comme on parlait et je définis ma ville comme étant très dense et que je veux, hop là, si vous voyez bien l'écran, diagnostiquer et planifier. Donc là, on reprend les différentes colonnes et lignes de la grille qu'on a vue juste avant. On va avoir une action qui va être préconisée. Donc ici, on a passé la ville à 30, comme a dit Marie-Xavier juste avant. Et donc, on a une première étape donc, qui nous préconise une action. On n'est pas sur une action à mettre en place absolument. C'est bien sûr juste une préconisation. Donc, on peut passer à une autre étape. Donc, on peut avoir 1 ou 2 actions. Ici, on en a une seule de proposée. Donc ensuite, on a une autre étape qui va permettre de chiffrer cette mise en place. Donc si par exemple, je passais ma ville à 30, je clique juste sur actualiser. Je signale que ma ville et donc je rentre des caractéristiques pour mon action. Donc je signale que ma ville a 30 000 habitants. Je t'ai rentré les données, donc c'est parfait. Et que ma ville a 15 accès. Par exemple, je veux mettre des panneaux sur 15 accès de la ville pour signaler que la ville est à 30 désormais. Et donc quand on a ça, après on arrive sur une synthèse. Et donc la synthèse permet de dire que l'action va coûter environ 17 250 €. Donc c'est pas très cher pour une commune en général, une commune de taille moyenne. Et donc on prend donc 15% d'aléas, c'est bien sûr pour être sûr de pouvoir avoir une bonne marge et pas trop se tromper bien sûr. Et donc on a un chiffre qui s'affiche donc dans une synthèse finale qui est ici. On peut tester si on a le temps une deuxième action. Si par exemple je veux utiliser cette fois-ci la topologie de ma ville, j'indique qu'elle est avec des dénivelés importants, donc c'est important de prendre en compte ça. Si on a une ville avec des dénivelés importants, il faut pouvoir, parce que c'est pas le même défi pour les modes actifs, il faut pouvoir promouvoir les modes actifs par exemple. Donc là, on va avoir 2 actions qui vont être préconisées. La première, c'est mettre en place un système de location de vélos à assistance électrique, par exemple. Et l'autre action, ça va être sensibiliser les parties prenantes du territoire à la nécessité de partager la voirie entre usagers mécanisés, potentiellement rapides, et entre usagers plus lents. La deuxième action, elle ne peut pas être chiffrée parce qu'elle dépend vraiment de l'ambition du territoire. Donc on n'a pas pu, dans l'étape 2, sortir une donnée parce qu'elle est bien trop large. Elle dépend vraiment de l'ambition de la politique de la ville pour mettre en place cette action. Pour la première, par contre, on peut estimer, pour commencer à mettre en service un service de location à vélo électrique pour les dénivelés, on va nous proposer donc aussi de donner la taille de la ville. Cette fois-ci, j'ai envie de dire que ma ville fait 50 000 habitants. Et donc, j'ai oublié d'appuyer sur actualiser. On va me proposer quel type de service de vélo libre-service je veux rendre à mes habitants.
Et donc, on va prendre ici donc, la location électrique parce qu'on est sur un territoire avec des forts dénivelés. Donc, on a besoin de motoriser les vélos. Donc, ça va permettre aux habitants d'avoir à disposition des vélos électriques via différents moyens. Ça peut être en allant dans une agence ou alors ça peut être, ça dépend de ce que veut faire le territoire. Ça peut être aussi... Donc là, c'est pas du libre service. Là, c'est vraiment, en fait, on met à disposition de la population des vélos à assistance électrique pour une durée qui reste à évaluer. La personne garde le vélo électrique, mais ça lui met le pied à l'étrier. Elle se rend compte qu'en fait, c'est possible, et puis après, elle peut passer à autre chose. Exactement. Et donc, dans notre calcul, nous avons estimé qu'il fallait, je crois, 50 vélos pour 1000 habitants, quelque chose comme ça. Et donc pour notre commune, on estime que le coût de ce service va coûter dans les environs de 31 000 euros par an. Et donc, c'est une estimation aussi, mais qui permet de aussi savoir est-ce que l'action va me coûter cher ou pas. Là, c'est à peu près le même ordre de grandeur que la ville à 30. Enfin, mais là, ça ne prend pas l'acquisition des vélos. Là, c'est vraiment l'entretien du service. Alors, ce service, en général, il y a des entreprises qui proposent des services en location. Enfin, ça dépend des services qui existent aujourd'hui, mais c'est une estimation du service au global. Alors, effectivement, l'achat des vélos, ça dépend du service qui est proposé, mais c'est ça. Voilà, donc cet outil, en fait, vous pouvez le télécharger via la Banque des Territoires et vous pouvez donc faire des essais avec, le travailler un peu dans tous les sens. Donc vous pouvez mettre aussi, là on n'a pas mis les pistes cyclables, mais forcément si vous mettez je veux faire 15 km de pistes cyclables, du coup vous avez un prix par kilomètre. Après en fait il faudra affiner ces éléments chiffrés de façon plus fine, mais on en reparlera à la fin. La Banque des Territoires a des modalités d'accompagnement sur ce sujet. Est-ce qu'on a des questions ? Alors oui, effectivement, il y a des questions, il y a une discussion dans le chat sur le passage à 30 km/h. Donc il y a une question de l'agglomération de La Vanne, de Anne Siron, qui nous dit, alors on observe que le passage à 30 km/h, il y a beaucoup de villes qui s'en saisissent dans des zones précises ou dans des quartiers entiers, mais elle observe que c'est pas toujours respecté par les automobilistes, et donc du coup elle interroge un petit peu l'effet réel sur la sécurisation des mobilités actives. Donc en fait cette remarque, je vous laisserai répondre, mais elle appelle aussi une réaction de Marie-Anaïs Blutoborg qui confirme qu'on observe le même genre de comportement sur la ville de Paris et demande des précisions sur est-ce que l'adaptation de la vitesse, la réglementation de la vitesse, est-ce qu'elle peut être couplée avec des aménagements de la voirie, avec l'installation de ralentisseurs, avec l'adaptation de la chaussée, le son de la signalétique, pour justement conjuguer une réglementation avec des aménagements spécifiques, et elle demande si ça permet pas de décupler un petit peu l'impact de la mesure. Après, il y a d'autres questions, je ne sais pas si vous voulez que je vous donne... on va peut-être déjà répondre à celle-là. Voilà. Alors, effectivement, dans un monde merveilleux, en fait, les automobilistes s'adapteraient en fait aux panneaux, ils respecteraient les 30. 30, c'est pas facile. Ça, c'est vrai. Il faut rendre ça aux automobilistes. En fait, on n'apprend pas à conduire à 30. On n'a pas l'habitude, les voitures sont pas faites pour rouler aussi peu lentement parce qu'en fait finalement c'est pas là où elles sont le plus pertinentes. Donc il faut faire effectivement beaucoup d'accompagnement. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que de la part si vous êtes sur un territoire, vous avez déjà des usagers cyclistes, etc. Eux, en fait, ils vont se sentir légitimes à rouler à la vitesse à laquelle ils roulent, et c'est eux qui vont faire aussi une partie de l'accompagnement en fait des automobilistes sur le fait de ralentir. C'est pas une formule magique. S'ils mettent des panneaux à l'entrée des villes, ça fait longtemps qu'on l'aurait fait. Mais en fait, ça permet d'envoyer un message politique fort qui est, en fait, ici, on partage l'espace. Après, c'est sûr que ça va prendre un certain nombre d'années pour que les gens changent. Ça n'empêchera pas d'avoir de temps en temps un Fangio qui décide que, en fait, ce boulevard tout droit qui fait 3 km, oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai envie de le parcourir à 90, qui est déjà illégal ou je ne sais quoi. Mais effectivement, rajouter des ralentisseurs, des choses comme ça, ça va accompagner, donc il ne faut pas s'en priver. Mais
mettre des ralentisseurs pour dire aux gens, là maintenant il faut que vous ralentissiez, c'est pas la même chose que de mettre des ralentisseurs pour confirmer l'information que vous avez déjà reçue, que en fait, dans cet endroit-là, il faut rouler lentement. Donc ça prend du temps, c'est pas respecté à 100%, c'est sûr et certain. Si on peut mettre des aménagements, on peut mettre aussi, enfin il y a plein de façons en fait de ralentir, mais en tout cas quand on doit faire des arbitrages, c'est déjà la première façon en fait de décupler. En fait, il faut plutôt le voir dans l'autre sens, c'est-à-dire que c'est cette action-là qui va décupler l'action du ralentisseur, parce qu'en fait, on va aussi s'attendre à le trouver, ce ralentisseur. Et donc, en fait, c'est un subtil dosage à mettre en place en fonction de son territoire. Et il faut effectivement communiquer, recommuniquer, en parler souvent, en parler quand on accueille des nouveaux habitants, en parler dans les interventions dans les écoles, par exemple, etc. Les enfants, c'est des très bons. Faut pas, comment dire, on n'en a pas parlé dans le document, etc. Mais les enfants, c'est des très bons vecteurs en fait de responsabilisation des parents. Donc, quand il y a certains endroits en fait où il y a des interventions en école, il faut s'en servir aussi pour passer des messages. Alors c'est drôle que vous terminiez par la question des enfants, parce que la question suivante porte justement sur les actions d'écomobilité scolaire, sur les solutions de type pédibus, vélobus associées à des applications. Voilà, est-ce que vous avez des réactions? Qu'est-ce que vous en pensez? En fait, ça c'est toujours des très bonnes actions. C'est des choses qui vont en fait. C'est sans doute pas dans le décryptage parce que c'est encore différent et ça cible en fait un certain nombre de publics. C'est vrai que quand on dit qu'on veut rendre les villes en fait aux mobilités actives, on veut aussi rendre les villes aux enfants parce que les enfants en fait c'est des publics précaires. Par exemple, ils dépassent pas beaucoup le haut des capots de voiture ou etc. Et donc en fait, oui, ça reboucle sur ma conclusion. C'est vraiment en fait, quand on met tout ça ensemble. Et on va aider à ça. Et par exemple, sur les pistes cyclables, un bon indicateur en fait d'une ville à la bonne cyclabilité, c'est est-ce que j'ai autant d'hommes que de femmes qui font du vélo. C'est-à-dire que quand on va faire en fait des comptages, regardez si j'ai autant d'hommes. En fait, c'est pratiquement le seul critère à regarder. Et en fait, quand les femmes se mettent à faire du vélo, en fait, elles emmènent leurs enfants avec eux. C'est-à-dire qu'une maman, elle va pas emmener ses enfants sur une infrastructure dangereuse. Si les enfants, et vous allez voir, et en fait, par exemple, dans certaines grandes villes, on voit effectivement des enfants qui arrivent. Il y a beaucoup plus de vélos de mémoire qui sont vendus chaque année en France que de véhicules, parce que en fait, la proportion des vélos pour les enfants est importante. Et du coup, j'ai encore la possibilité de poser une question peut-être plus générale et qui est aussi liée avec la grille d'analyse que vous proposez. C'est que, voilà, moi j'ai le sentiment que finalement, il y a deux types d'actions principales pour accompagner le passage de mobilité active. Il y en a certaines qui vont plutôt correspondre à la question des changements de comportement et qui vont être plutôt des mesures pédagogiques d'accompagnement, et quand d'autres sont plutôt des mesures qui vont aller très vite dans les aménagements, les infrastructures. Et donc, pour moi, la question qu'on peut aussi se poser, c'est par où commencer? En fait, on a tendance à dire, est-ce qu'il faut tout de suite que j'adapte mes infrastructures? Comment est-ce qu'on est dans une position d'une collectivité? Comment un petit peu prioriser les types des actions entre le hard et le soft pour avoir renforcé cet effet incitatif sans s'engager tout de suite dans des démarches trop lourdes? Alors, moi, juste là, comme ça, en fait, je pense que la première chose que je ferai, je regarde si j'ai une association cycliste sur mon territoire. En fait, c'est eux qui savent le mieux, c'est les gens qui pratiquent la ville en fait qui savent le mieux. Donc le mieux, il faut vraiment demander à ses habitants de quoi vous avez besoin, c'est quoi en fait, les points durs ou les choses qui changent. J'ai en tête, j'essaie de sortir de l'Île-de-France dans mes référentiels, mais par exemple, moi j'ai passé beaucoup de mes vacances quand j'étais petite au Touquet. Au Touquet, en fait, la digue, c'était une autoroute urbaine, c'est-à-dire une 2 fois 2 voies. Dans un sens, de gauche à droite et de droite à gauche. Il y a quelques années, ça doit faire au moins une bonne dizaine d'années, le maire il s'est dit en fait non mais moi j'en ai marre en fait que en fait c'est moche ces voitures devant mes immeubles, mes immeubles sont moches, les voitures c'est moche, tout ça c'est moche, et donc je ne sais pas exactement quelle était sa motivation, mais en fait un jour il a décidé qu'en fait une seule voie pour les vélos, pour les voitures c'était suffisant. Il a mis une piste cyclable double sens sur le front de mer et en fait ça a changé toute la ville. Voilà. Et je pense que ça n'a pas coûté des masses de sous. Alors, par exemple, typiquement, c'est une ville qui est assez moderne parce qu'elle a une centaine d'années, avec un plan à l'américaine, avec des croisements. Donc, personne n'allait vite. C'était juste qu'il fallait laisser de la place, quoi. Donc, le premier truc, vraiment, c'est... et là, il y a une profusion de
de création d'associations, de baromètres, etc. Il faut aller regarder les baromètres du CVTCM sur la marchabilité, il faut aller regarder les baromètres de la Fédération des usagers de la bicyclette. Il faut encourager, en fait, quand il y a ces réalisations de baromètres, il faut aussi accompagner la population pour qu'ils répondent et que du coup, vous ayez des données qui vont être... Alors, elles vaudront ce qu'elles vaudront, mais ce sera les données des usagers, en fait, enfin, des gens qui s'en servent. Et c'est ça qui permet en fait déjà de mettre le pied à l'étrier pour commencer. On a la chance en fait d'être à un moment où la population s'exprime et dit ce dont elle a besoin. Donc ça va peut-être éviter des erreurs urbanistiques qui auraient pu être faites il y a quelques années avec des visions un peu faussées. Enfin, c'est vrai que je me souviens le premier baromètre de WeMove, tout le monde était tombé de sa chaise en disant ah bon, mais il y a tant de gens qui sont concernés. Et bah oui, et ces gens-là à l'époque ils s'exprimaient pas. Alors, il est 12h01. On va s'arrêter là. On va rester. Voilà, on va passer à la 3e table ronde. Merci beaucoup, Marin. Et donc, en fait, notre 3e table ronde, elle va porter sur les politiques de marchabilité et de cyclabilité au service de l'attractivité et du développement des villes économiques moyennes. Des villes économiques des villes moyennes, pardon. J'ai invité Marie Couvrat-Desvergnes à nous rejoindre ici et puis on va se connecter avec Simon Bondu et Serge Mercier à distance. Donc un petit, avant de donner la parole, juste revenir sur ce petit schéma que Marie Couvrat-Desvergnes m'avait partagé. C'est des équivalences en fait en termes de véhicules. On va parler beaucoup logistique urbaine aujourd'hui dans cette table ronde parce qu'en fait la logistique urbaine c'est un petit peu le parent pauvre en fait de la réflexion urbanistique, c'est-à-dire que la logistique c'est pas connu, c'est pas reconnu, c'est pas valorisé jusqu'à présent, mais heureusement ça change. Et donc là on voit sur ce schéma que en fait un semi-remorque de 44 tonnes ça équivaut à 90 vélos cargo. Donc en termes d'emploi en fait c'est du potentiel et c'est aussi en fait de l'amélioration de la qualité de vie. Donc, une fois cette présentation faite, je vais représenter donc nos intervenants. Donc, Marie Couvrat-Desvergnes, vous êtes responsable innovation chez Interlude Plus, qui est porté au sein du CEREMA. Simon Bondu, à distance, alors qui donc s'appelle pas Charlet Bauducel. Charlet. Non, oui, j'ai eu un petit souci de PC. Bonjour à tous, pardon. C'est bien Simon Bondu. Vous m'entendez bien? Voilà. Exactement, j'associe plutôt les Simon, Shirley à un prénom féminin. Mais, donc Simon, bienvenue. Vous êtes associé et responsable d'exploitation chez Cliveo j'espère que je le prononce bien. Et Cliveo. Caliveo. Donc, c'est un opérateur de logistique qui est situé à Angers et vous employez une 40aine de personnes et vous avez une flotte composée pour moitié de VUL, véhicules utilitaires légers électriques, et pour moitié de vélos cargo. Et enfin, Monsieur Mercier, Monsieur le maire, donc vous êtes le maire de Primaret et le vice-président à la mobilité et au transport de la communauté de communes entre Bièvre et Rhône, qui est une communauté de communes qui est au sud de Lyon, le long du Rhône. Bonjour. Oui. Voilà, donc première. Grenoble, Lyon, Valence. Voilà. Exactement. Voilà. Donc une belle communauté de communes de 70 000 habitants. Environ, c'est ça, oui. Voilà. 70 000 habitants. Donc Caliveo, donc Simon, je vais commencer par vous. Donc vous exercez votre activité depuis 8 ans. Donc en 8 ans, vous avez vu des choses changer. Donc vous avez de nombreux clients qui vous font confiance et qui permettent la massification nécessaire à la pérennité économique de votre entreprise. Quels sont les changements en matière d'aménagement du territoire qui vous accompagnent dans votre croissance ? Alors, il y a eu beaucoup de sujets évoqués lors de la seconde table ronde, pardon. Déjà, il faut savoir qu'à Angers, on est plutôt bien pourvu en pistes cyclables. Il y a 215 km de pistes. Les nouveaux aménagements qui se font avec des pistes cyclables dans la mesure du possible, avec des pistes cyclables isolées des voies de circulation des véhicules motorisés. Donc, ça permet un peu plus de sécurité, un peu plus de fluidité et un peu plus de confort dans la conduite. On a repéré quand même certaines voies où il y a des doubles usages avec les vélos et les bus qui doivent circuler aux mêmes endroits. Et ça, bon, c'est en règle générale assez dangereux quand même. Ça vit pas toujours très bien ensemble. Il y a pas mal de pistes cyclables, donc je le disais, elles sont assez larges pour la majorité des nouvelles. Je crois que réglementairement, c'est 1,50 m minimum. Nous, nos vélos, ils font jusqu'à 1,20 m de large, donc ça reste assez restreint. L'idée, ce serait quand même de pouvoir réussir à augmenter la largeur de ces pistes cyclables pour pouvoir circuler avec nos vélos cargo sereinement.
Voilà. Après, dans les aménagements un peu plus globaux, il y a eu la piétonisation du centre-ville, alors qui est arrivé bien avant le début de notre entreprise, mais qui fait partie, je pense, des nouvelles réflexions à avoir sur comment on aménage les espaces, notamment des hyper-centres-villes, où quand on piétonise, on est beaucoup plus serein. Vous en avez parlé avant, mais on a des centres-villes apaisés où on peut circuler sereinement, que ce soit pour les piétons ou les vélos. Et c'est important que maintenant que le cycle et les piétons fassent partie intégrante du processus de réflexion dès le départ pour les aménagements, et que ça se fasse aussi en concertation avec ces acteurs-là. Nous, on fait partie à Angers d'une antenne locale des boîtes à vélo qui est aussi nationale, et du coup, on est sollicité régulièrement pour discuter de ces sujets-là avec la ville et mettre en place des infrastructures qui soient cohérentes à nos usages. Parfait, merci beaucoup. Donc Marie, est-ce que vous pouvez nous parler d'Interlude Plus et comment vous accompagnez les territoires ? Ah oui. Merci pour l'invitation. Donc effectivement, je travaille au CRMA, et le CRMA, il y a 4-5 ans, a décidé de se lancer un peu dans cette logistique urbaine en proposant un programme d'accompagnement aux collectivités territoriales. Alors pourquoi ? Parce qu'il y a 4-5 ans, déjà le système de la logistique, la logistique urbaine, à la base, c'est quand même géré 100% par les privés. Mais on a eu un contexte, celui de la prise de conscience de l'environnement, de la décarbonation, avec énormément de programmes autour de la décarbonation et comment on maintient l'attractivité des villes. Et puis on a eu effectivement les ZFE qui sont tombés dans le schéma national. Et donc on s'est poser la question en disant mais avec tout ça, les villes vont commencer à se poser la question de la mobilité, de la logistique urbaine fait partie de la mobilité de manière générale, et on doit pouvoir la connaître, identifier les enjeux et comment finalement peut-être mieux l'organiser sur nos territoires. Donc on s'est associé à un partenaire qui s'appelle Logistique Low Carbone, qui lui a la vision des acteurs économiques. Et ensemble, on a créé ce programme Interlude, donc il y a 4 ans, on en est dans sa 2e vague, et c'est un programme C2E, et qui accompagne 61 territoires, alors en priorité ZFE, en priorité communauté d'agglomération, et on va les accompagner sur deux axes, financièrement, puisqu'on va aider financièrement à l'embauche d'un chargé de mission, et puis surtout méthodologiquement. L'intervenant, donc Simon, je crois, d'Angers, disait il faut qu'on se parle entre nous, acteurs privés, et puis la ville ou l'interco pour les pistes cyclables, et faire en sorte que ça fonctionne mieux. Et bien justement, ce programme Interlude Plus, on a conçu toute une méthodologie qui va aider en fait les collectivités territoriales à comprendre ce que c'est que la logistique urbaine, identifier ses propres enjeux et ses propres actions à travers la construction d'une charte qui s'intègre complètement à sa politique publique. Et donc, c'est pas tant... et puis, c'est une charte, elle est symbolique, mais pour nous, elle est extrêmement importante au-delà de l'acte politique. C'est qu'elle va mettre et responsabiliser aussi les acteurs économiques à la signature de cette charte. Et en fait, toute notre méthodologie, elle est basée sur cette concertation. On va mettre face à face, autour de la table, les acteurs éco, les acteurs publics, et ils vont quelque part se raconter leur vie, leurs contraintes, leurs enjeux, leurs objectifs, et ensemble, ils vont construire un plan d'action. Donc, Interlude Plus, pour le moment, je m'arrête mal là, parce qu'on a plein d'autres actions, mais ce qui nous concerne un peu aujourd'hui, c'est on aide les territoires dans une méthodologie qui est éprouvée, puisque ça fait maintenant bien 4 ans qu'on la met en place, justement à l'émergence de ces prises de conscience que la logistique urbaine est importante. Et j'ai un petit chiffre, vous l'avez vu, là, la première diapo, merci de l'avoir passée, c'est effectivement issu de la fresque de la logistique urbaine qu'on a créée.
Et en fait, il faut savoir que la logistique urbaine, elle prend 30% de l'espace de voirie, elle occupe 30% de l'espace de voirie pour ses activités, tant en circulation qu'en stationnement. Et donc, ce n'est pas neutre pour une ville qui veut travailler sur son attractivité, et notamment économique. Merci beaucoup, Marie. Alors, monsieur le maire, monsieur Mercier, en fait, quand on s'est parlé au téléphone, vous m'avez raconté plein de choses super intéressantes. On aurait pu passer l'entièreté de la table ronde avec vous. Néanmoins, vous m'avez expliqué, donc on va se focaliser sur la partie mobilité active, pardon. Vous m'avez expliqué que vous avez mis à disposition des vélos à assistance électrique pour les jeunes du territoire. Est-ce que vous pouvez nous dire, en fait, comment vous êtes venu à cette action et comment ça se passe et comment ça fonctionne? Effectivement, je vais essayer d'illustrer mon propos par le problème des mobilités actives en milieu rural, puisque nous sommes un territoire rural avec des communes moyennes, notamment pas loin de mon domicile, la commune de Borpère qui représente environ 5000 habitants. Et donc, il a été créé il y a une vingtaine d'années une association qui s'appelle Le Taco, qui propose des mobilités aux jeunes gens qui sont un peu en déshérence et en difficulté pour justement se mouvoir et aller chercher des stages et aller chercher des possibilités d'emploi. Et donc cette structure a vu le jour grâce à trois intercommunalités qui se sont associées sur un bassin d'emploi où il y avait des possibilités d'emploi, donc par conséquent, pour lequel on a cherché et des financements. En gros, c'est un tiers financement de la région, un tiers du département de l'Isère, et puis une partie également, bien sûr, de nos 3 intercommunalités, qui consiste donc à mettre en place des moyens divers pour sourcer les jeunes gens qui recherchent des emplois, qui ont des difficultés de mobilité, telles que ça a été exprimé tout au long de cette visio. En l'occurrence, les prescripteurs, ce sont essentiellement les gens qui sont proches de l'emploi, donc le pôle emploi, les services sociaux des différentes communes, les missions locales, bien évidemment, les organismes d'insertion également. Je pense à la ressourcerie, je pense ici localement nous avons un atelier de maraîchage qui capte donc des jeunes gens qui s'intéressent à ces métiers pour justement trouver un premier emploi. Et donc nous mettons à disposition donc des vélos électriques en particulier pour qu'ils puissent se mouvoir donc de leur domicile vers leur lieu de stage ou leur lieu d'emploi sur plusieurs mois. En général, le prêt d'un vélo se fait au mois, voire sur 2 ou 3 mois, le temps que l'exercice se mette en place, que le jeune puisse trouver un équilibre au niveau de ses ressources personnelles déjà, pour pouvoir se rendre plus autonome à l'issue de cette mise en place et premier pas proposé sur le marché de l'emploi. Voilà. Et donc ça marche bien. Vous avez combien de personnes qui sont concernées, il y a combien de vélos en fait? Annuellement, ça concerne environ 170 jeunes à peu près. Et en nombre de prescriptions, nous sommes à peu près au double, c'est-à-dire 300, en gros, c'est 350 prescriptions à l'année. 170 jeunes qui sont donc identifiés par les différents créneaux que je vous ai cités tout à l'heure et qui vont sur soit des stages de pré-embauche, soit des stages de moyenne ou de longue durée sur les différentes possibilités d'emploi qu'offre notre territoire. Merci beaucoup. Donc on se rend compte que ça leur donne une possibilité effectivement de se déplacer qui ne passe pas par passer le permis de conduire ou par acheter un véhicule avec tout ce qui s'ensuit. Alors je prends la question tout de suite. Est-ce que c'est des prêts gratuits ou des locations longue durée? Alors c'est pas gratuit et ce n'est pas non plus de la longue durée. C'est à tempérament selon la durée du besoin. En général, la location, le tarif est de 30 € le mois,
ou de 10 € la semaine. Et en général, les engagements se font sur 2 ou 3 mois maxima, pour le temps, je vous dis, de mettre le jeune en situation de recouvrer une situation personnelle et financière qui lui donne un peu plus de perspective pour pouvoir s'organiser différemment à l'issue de cette première période de 3 mois de prêt de véhicule. D'accord, merci beaucoup. Simon, on va revenir à Calivéo et à Angers. Vous m'avez expliqué que vous êtes en train, alors c'est très très récent, mais de mettre en place un pilote pour agrandir votre rayon d'action sur le territoire. Et ça reboucle aussi un peu avec la place prise dans l'espace public évoquée par Marie Couvrat-Desvergnes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça marche ce dispositif ? On ne vous entend pas, Simon. Votre micro est coupé. C'est bon, vous m'entendez ? Oui, là c'est bon. Pardon. Ouais, ça fait 3 ans avec Hélène, Hélène, la gérante de la société, qu'on réfléchit à une nouvelle idée pour justement réussir, comme vous l'avez dit au départ, on est une entreprise de logistique urbaine mixte, c'est-à-dire qu'on a des véhicules électriques et qu'on a aussi des vélos électriques. L'objectif pour accélérer le mouvement et favoriser la transition écologique nécessaire, l'objectif, c'est de se diriger vers plus de vélos et moins de camions. Le rapport en termes d'émissions à GES, d'émissions de GES pour un camion électrique, il est encore 2 à 3 fois supérieur par rapport à un vélo. Donc, si on veut durablement et considérablement améliorer les choses, il faut aller un peu plus loin. Du coup, comme je vous le disais, on réfléchit en fait on a réfléchi à un prototype qu'on a mis en pratique mercredi dernier, donc oui, c'est très récent. Une sorte de hub mobile qui fait un peu plus de 7 mètres carrés, donc dans lequel on peut mettre 7 palettes au sol ou alors des caissons colis, peu importe. Et l'idée, c'est qu'avec ce micro-hub, on pourrait aller desservir un quartier qu'on fait actuellement en véhicule électrique à vélo. Ce en évitant les allers-retours au dépôt principal, et le vélo viendrait se recharger au hub qui serait déposé sur une place prédéfinie. Ça peut être chez un privé, sur une place de parking, ce genre de choses. Donc on a pour pouvoir concrétiser ce projet-là, il a fallu qu'on ait un certain nombre de donneurs d'ordre pour pouvoir mutualiser en fait toutes nos marchandises dans notre dépôt principal, où se trouve le hub mobile le matin. On le remplit et ensuite un camion va le déposer sur sa place de parking. Et ensuite, les vélos rayonnent à l'image d'une fleur et de ses pétales, rayonnent autour du hub pour se réapprovisionner et permet du coup de retirer des camions électriques au profit de vélos. Donc on ne sera pas, en termes de ratio, on ne sera pas sur du 1 vélo pour 1 camion, ce sera plutôt du 1,5-2 vélos pour 1 camion, mais ça permettra à des quartiers qui ne sont pas situés dans les centres-villes ou les hypercentres de bénéficier aussi de ce mode de livraison qui a énormément de valeur ajoutée, moins de pollution comme je le disais, mais aussi moins de congestion, moins de bruit, et puis un contact un peu plus sympathique aussi parfois avec le livreur. Merci beaucoup. Et donc, du coup, dernière question pour vous, Marie. Donc, comment les territoires qui participent, par exemple, au programme ACV2 peuvent être accompagnés par Interlude Plus ? Alors, c'est vrai qu'Interlude Plus, on a plutôt ciblé les grandes agglomérations ZFE en priorité, les coms d'agglo, mais dans notre programme, on a des communautés d'agglomération qui sont un petit peu plus petites en nombre, comme le Pays Voironnais, donc qui fait partie de l'ACV. Donc, on peut accompagner effectivement les collectivités ACV si elles répondent à ces critères-là. On n'a pas fini de recruter l'ensemble de nos territoires. On doit atteindre 61 territoires. Il reste encore des places. Il y a un AMI. Vous pouvez aller sur notre site internet pour postuler si vous êtes prêt à aborder cette question de la logistique. Donc, on est ouvert à tout le monde, bien sûr. Par contre, si malheureusement vous ne pouvez pas postuler à Interlude Plus, toutes nos ressources, elles sont téléchargeables sur notre site internet. Donc vous pouvez vous en inspirer, vous pouvez les recopier, vous pouvez les adapter à votre territoire, tant sur la méthodologie que les fiches actions, que les retours d'expérience. Si vous aimez la cyclo-logistique, et effectivement aller faire un tour du côté d'Angers, parce qu'il y a effectivement l'expérience de Simon, mais il y en a d'autres. C'est un fort vivier de cyclo-logistique à Angers avec plein de formules différentes.
différentes. Donc on a ça sur notre site internet. Sur France Mobilité, on a aussi toute la page, on alimente en fait la page des retours d'expérience de France Mobilité. Donc vous pouvez aller vous inspirer. Et puis, on a aussi des choses ouvertes pour tout le monde. Et notamment, on a une formation pour les techniciens des collectivités, quel que soit que vous soyez ACV, interlude ou peu importe, mais vous pouvez venir vous former sur les enjeux de la logistique et sur ce qu'on peut mettre en place facilement pour des collectivités comme les vôtres. On a aussi des séminaires en région qui vont tourner dans les régions pendant les 2 prochaines années. Donc vous pourrez vous inscrire et participer aux échanges, parce que c'est vraiment le but d'Interlude, c'est de discuter, d'échanger des bonnes pratiques, les contraintes, vous l'aurez compris, la concertation c'est au cœur du programme. Et pour finir, on a commencé par la fresque de la logistique qu'Interlude a développée. Elle est téléchargeable sur notre site internet. On va avoir des sessions de formation animateurs. Donc n'hésitez pas aussi à l'utiliser au sein de vos collectivités ou avec le grand public. On n'en parle pas assez, mais le grand public a un rôle très important dans la logistique urbaine aujourd'hui. Merci beaucoup. Alors, il est 12h21, donc c'est super. On a du temps pour des questions. Est-ce qu'on a des questions, Oui. que ce soit dans le public ou à distance ? Alors, il y a quelques questions dans le chat. D'abord, il y a quelques demandes de précision sur l'initiative présentée par Monsieur Mercier. D'abord, son nom, le nom de l'initiative, et quelques demandes sur la mise à disposition de vélos longue durée. Est-ce que c'est des prêts gratuits ou est-ce que c'est de la location ? Alors, du coup, le nom de la démarche. Alors, la structure, ça s'appelle tout simplement le TACO de Bièvre-Valloire. C'est le territoire s'appelle Bièvre-Valloire, le TACO. C'est une association qui a été créée en 2002 et qui a été mise en place donc par les 3 intercommunalités concernées, que sont donc Bièvre-Isère qui héberge, disons, le siège de cette structure. Associé, tout à l'heure vous parliez du pays ivoironnais, on n'en est pas loin avec Bièvre-Est, ça s'appelle Bièvre-Est, pas très loin de Voiron, et puis ma propre interco qui s'appelle donc Hébert, entre Bièvre et Rhône. Et voilà, et sur ce bassin d'emploi qui représente environ 30 à 40 km déployés, il y a donc effectivement cette organisation qui est déployée. Donc il y a le vélo électrique dont j'ai parlé tout à l'heure. Au départ, on avait commencé dans les années 2000, on ne parlait pas de vélo électrique, on fonctionnait avec des vélos musculaires, des VTT classiques ou des vélos classiques, ainsi que ce que j'appellerais des mobylettes. Et là aussi, évolution de la société et du réflexe des consommateurs de manière générale d'être plus vertueux. Donc l'avènement du vélo électrique, ça a été très, très satisfaisant et ça marche très très fort. Et donc voilà, actuellement on a donc une trentaine de vélos qui sont régulièrement affectés. Et pour reparler du coût, donc en gros on est sur un coût au mois de 30 € pour la mise à disposition, ou de 10 € la semaine quand il s'agit d'une semaine d'activité. Voilà. Et du coup, question sur l'entretien, la maintenance, vous avez du personnel en fait au sein des associations qui vont faire la révision, parce que je suppose qu'ils roulent pas mal du coup ces vélos. Maintenance, alors effectivement, on a un vélociste qui est partenaire de notre opération, qui est, quand je dis partenaire, c'est même un partenaire, pas forcément à titre gracieux, mais voilà, qui nous fait des conditions d'entretien à bon tarif pour pouvoir entretenir l'ensemble de ce parc. Donc il n'y a pas de sujet particulier à ce niveau-là. D'accord, merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. Alors, il y a une autre réaction qui parle des livreurs à vélo, mais qui est plus globale sur l'ensemble de la présentation, et je pense qu'il ne va pas vous étonner, parce qu'on nous indique que sur les aires piétonnes, le problème est parfois la cohabitation entre les cyclistes et les piétons. Et voilà. Et donc, est-ce que vous avez des réactions sur ce sujet, parce que le risque qui est pointé dans le chat, c'est de dire ces problèmes de cohabitation peuvent provoquer des retours en arrière sur ce sujet.
Oui, alors ça, c'est vrai que c'est un sujet qui arrive de plus en plus, et c'est vraiment un des leitmotifs Catherine Pilon aurait pu en parler mieux que moi, mais c'est un de leurs leitmotifs de favoriser cette cohabitation heureuse entre cyclistes et piétons. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a, en fait, il faut parler aux gens, il faut les accompagner, il faut leur expliquer, il faut expliquer, aux cyclistes que ce ne sont pas les rois du bitume. Il faut, favoriser c'est vrai que quand on a de la place, en fait, quand on peut isoler les flux, c'est le plus facile. En fait, si vous avez un trottoir et qu'à côté vous avez une belle piste cyclable, c'est le mieux. Après, si en fait vous êtes à un endroit où, finalement la piste cyclable, elle est toute, en fait, elle est là depuis très longtemps, elle est abîmée, elle est pas sécurisée, il y a des grosses flaques, il y a des dangers, etc. En fait, vous pouvez pas en vouloir aux cyclistes, en fait, d'aller se mettre à l'endroit qui est le plus safe, c'est-à-dire de se mettre sur le trottoir avec les piétons. Donc là, on est vraiment en fait sur un moment d'accompagnement du changement et en fait d'expliquer, de réexpliquer aux uns et aux autres que la cohabitation, c'est juste en fait la condition de la pérennité en fait de ces aménagements. Alors moi j'ai envie de dire par exemple, il faut éviter les panneaux cyclistes pied-à-terre. Je pense que c'est les panneaux en fait les plus inutiles qui soient, parce qu'en fait un cycliste il ne met pied à terre que quand il n'a absolument plus le choix. Sinon par contre il peut rouler au pas, et de dire aux cyclistes rouler au pas, ça s'entend parfaitement. Les cyclistes ils entendent qu'en fait il faut faire attention, qu'il y a un endroit, etc. Et donc plutôt que de les interdire, ce qui est assez vain, qui amène à des polémiques dans tous les sens, etc., ce qu'il faut plutôt faire, c'est passer des messages de ceci est un endroit partagé, et adapter en fait votre vitesse de circulation. Les gens comprennent, et il faut pas il faut pas lésiner en fait sur ces sujets-là, sur aussi organiser des rencontres, etc., pour que ça se passe mieux. Je ne sais pas si les intervenants veulent qu'on... Marie ? Oui, juste un petit complément. Effectivement, dans le monde de la cyclocargologie, ils ont pris à bras-le-corps cette question, et l'objectif, c'est de former les cyclistes qui conduisent leur gros vélo, et de les former à des règles de aussi bon sens. Parce qu'en préparant cette table ronde, j'ai interrogé un cyclologicien qui m'a dit en fait, nous, pourquoi on est performant en centre-ville, c'est qu'on peut utiliser des aménagements cyclables, qu'on va au plus près du magasin, ce que ne peut pas faire un camion. Donc, laissez-nous la possibilité, effectivement, d'utiliser tout ça. Par contre, à nous d'avoir le bon sens et d'avoir les bonnes pratiques d'usage, de faire attention aux uns et aux autres, de ne pas utiliser une piste cyclable quand on voit qu'elle est trop occupée ou occupée par des enfants. Et c'est une question de bon sens. Donc maintenant, il va falloir faire de l'éducation au bon sens. Peut-être, Simon, un retour d'expérience sur vous, la formation de vos livreurs, vu que vous êtes un certain nombre dans votre entreprise. Ouais, on a beaucoup grossi ces 2 dernières années là, pour arriver justement au nombre de 38 livreurs très exactement là. Du coup, on n'avait pas exactement de stratégie de formation, etc. Et dans les sujets, dans les discussions qu'on a eues avec les différents acteurs de la cyclologistique, notamment via le premier événement de cyclocargologie qui a eu lieu à Angers le 3 juillet dernier, est arrivé ce sujet de la formation des livreurs en fait. Et du coup, je commence justement à rédiger des process de formation en essayant d'intégrer ces données-là, en essayant de voir comment on peut faire pour sensibiliser au mieux nos livreurs à la bonne mutualisation des espaces piétons, où le piéton reste roi. Voilà. Après, nous, on a eu quand même 2 accidents à signaler depuis 8 ans là. Toujours au moment de Noël où les rues sont pleines, au moment où il y a des chalets aussi dans les rues piétonnes, où les espaces sont restreints. Vous m'entendez bien ? Oui, on vous entend bien. Où les espaces sont restreints, et où du coup il y a certains piétons aussi qui sortent parfois de nulle part et surprennent les livreurs. Donc voilà, ça reste 8 ans, toujours trop bien sûr. Il y a toujours moyen de mieux faire, mais je pense assez faible par rapport à ce qui peut se faire avec l'usage du camion ou de la voiture, quoi. Tout à fait. Monsieur Mercier, peut-être un retour chez vous. Comment ça se passe aussi pour former les jeunes là, qui prennent ces vélos, parce que c'est vrai que le vélo à assistance électrique, ça permet d'aller d'aller plus loin, mais c'est vrai que ça fait des démarrages plus forts en fait.
Oui, ben écoutez, à proprement parler, je ne pense pas qu'il y ait eu vraiment de formation. L'usage est plus aisé que l'ancien moteur thermique des mobylettes et autres, au sens déjà pécuniaire, au sens où bon, une prise électrique à la maison suffit pour recharger son vélo, alors qu'un véhicule à moteur, ben, il faut régulièrement faire le plein. Non, il n'y a pas eu vraiment de formation jusqu'à ce jour. En termes d'usage et autres, non, il n'y a pas de remarques particulières. Je pense qu'il y a des recommandations qui sont bien sûr qui sont précisées à la mise à disposition, bien évidemment, mais globalement, il n'y a pas de remarques désagréables constatées sur l'usage, quoi qu'il en soit. D'accord, merci beaucoup. Je ne sais pas si on a une dernière question. Non, c'est tout bon. Bah, écoute, j'ai vu passer un truc, mais bon. Merci beaucoup Simon, merci beaucoup monsieur le maire. Marie, merci aussi d'être venue parmi nous. Et puis écoutez, merci pour votre attention pendant cette conférence, et je vais passer la parole pour la conclusion à Guillemette Pinsant pour vous expliquer comment la Banque des Territoires peut vous accompagner dans toute cette envie d'agir qui est maintenant la vôtre. Je tiens tout d'abord à remercier l'ensemble des participants à cette séance de Hub pour vos regards d'experts et vos retours d'expérience concrets qui montrent à la fois le foisonnement des possibilités, l'engagement des acteurs locaux pour faire des mobilités actives un véritable levier d'attractivité économique et de cohésion sociale. Alors la Banque des Territoires a elle aussi voulu contribuer au développement de ces mobilités par un petit coup de pédale supplémentaire en lançant en avril dernier une offre dédiée aux mobilités durables et solidaires destinée aux collectivités lauréates du programme Action Cœur de Ville. Cette offre comporte 4 cibles principales: la décarbonation des transports urbains, le renforcement des transports en commun et bien sûr le développement des pratiques cyclables du quotidien ainsi que de la marchabilité des territoires Action Cœur de Ville. Alors, vous trouverez dans le support un rapide aperçu du continuum de cette offre, je ne vais pas le détailler, notamment en ingénierie et en financement, donc pré-investissement, ainsi qu'un focus sur les volets vélo et marche. Donc là, vous avez les vélos et la marche, qui témoignent d'un élargissement de notre intervention vers des sujets autres que le financement peut-être un peu plus classique des infrastructures lourdes de transport. Oui, la Banque des Territoires peut accompagner financièrement une étude sur l'adaptation des parcours et infrastructures aux pratiques cyclables professionnelles, dont on a parlé aujourd'hui, ou un schéma global de marchabilité. Donc n'hésitez pas à contacter vos correspondants des directions régionales pour leur parler de vos projets. Vous trouverez ici un lien du numérique vers notre offre, ainsi que un lien vers ce décryptage. Le mot magique que Marie-Xavier a prononcé à plusieurs reprises, c'est cette revue qui est téléchargeable sur la plateforme de la Banque des Territoires, et vous avez un lien vers l'outil que Mara et Marie-Xavier vous ont présenté en séance. Enfin, une étude qui a été, que certains connaissent peut-être déjà, qui avait été menée avec Transdev sur l'usage du vélo dans les villes moyennes. Donc je conclus par un grand merci à tous et à bientôt en selle ou à vélo.